tu restes un souvenir. Papa Pow de Damso, de son plus récent projet qui s'appelle Béa, vient de s'installer en studio directement de Belgique jusqu'à nous. Damso, bon après-midi. Merci, bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, on est très heureux que tu sois là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'attendaient, autant sur les ondes que nous ici en studio. Je peux pas te dire à quel point j'ai reçu des messages directs depuis le début de la journée. Ouais, vous recevez Damso, est-ce que je peux venir? Merci, qu'ils viennent. Ben ouais, dis pas ça, ils vont venir. Ils vont venir. Venez. C'est un plaisir de t'avoir non seulement à Nouveau Son sur Ici Musique à Radio-Canada, mais aussi de t'avoir à Montréal, de te voir aussi t'impliquer dans la culture montréalaise. On va en parler un petit peu plus tard. Mais avant toute chose, je veux te présenter aux gens qui nous écoutent un peu partout au Canada, question qu'ils sachent bien à qui ont affaire. Damso, William, de ton vrai nom, 33 ans, né à Kinshasa, grandi en Belgique. Yes. Batterie faible, 2016, certifié double disque platine, Ipséité 2017, numéro 1 des ventes, 100 millions d'écoutes en un mois, disque de diamant en France, disque de platine en Belgique. Ensuite, Lithopédion, sorti 2018, triple disque platine, 2020, Calf, sous ton label 34 centimes, premier album sur ton label, on va en parler un peu plus tard de ça aussi. 18 septembre, donc, journée qui a été importante parce que tu es devenu l'artiste le plus écouté dans le monde cette journée-là, ce qui est pas rien. Ensuite, J'ai menti et Béa, sortis dans la dernière année, donc un en novembre 2024, l'autre tout récemment en mai, si je ne m'abuse, 2025, tous les deux certifiés platine. C'est à cet artiste que vous avez affaire, auditeurs et auditrices partout au Canada, c'est Damso. Mais c'est très intéressant de parler de statistiques, de parler de chiffres, mais c'est plus intéressant de parler de musique. Damso, je vais te faire écouter un extrait et j'aimerais que tu y réagisses ensuite. Ok. Mon compère ça fait moins pas ouais. 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 Mon compère ça fait pas de Incroyable. Quand les gens viennent ici, oui, j'aime parler de leur musique, mais j'aime surtout parler de musique. C'est vrai. Coupé cloué, mon beau petit baume. C'est toute mon enfance. C'est la chanson du mariage de mes parents qui mettait tout le temps dans les mariages, même des autres gens. Ouais. Et au final, c'est devenu un peu une chanson culte pour moi. Et c'est incroyable. Quand on l'écoute, automatiquement, il y a une voix qui se dégage. Alors que je comprends pas les paroles. Mais c'est incroyable. C'est intéressant parce que je lisais sur cet artiste Coupé Cloué qui, avant de faire des recherches sur lui, j'étais persuadé qu'il était africain, mais c'est un haïtien. C'est ça, oui. Coupé Cloué. Et on dit qu'il est célèbre, entre autres, pour ses longs raps, et là je cite, allant du grivois au romantique et sa satire sociale. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec la carrière et la voix de Damso? Possible, hein. Moi honnêtement, déjà pardonnez mes réponses lentes parce que je pense que c'est la fatigue du voyage. Il y a aucun problème. Mais quand j'écoute une musique en général, je me pose pas trop de questions. Je me concentre sur la vibration, ce que je ressens. Et donc quand j'écoute ça, à chaque fois ça me procure quasiment une émotion qui est un peu similaire à ce que j'avais ressenti quand j'étais enfant. Et pour moi, c'est là que je peux juger une musique comme ça, de cette dimension-là, c'est quand on ressent à chaque fois une forme de bribe de ce qu'on avait ressenti la première fois qu'on l'a écouté. C'est que c'est un hit pour moi. Ça veut dire que ça fonctionne. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui doivent vivre ça souvent en écoutant et réécoutant du Damso. Il y a un autre truc dont tu as parlé régulièrement. J'ai choisi une chanson au hasard de son répertoire. C'est une des plus populaires, une des plus samplées aussi dans l'histoire du hip-hop. C'est un artiste qui s'appelle John Coltrane. J'ai choisi ce petit extrait avec Duke Ellington. Incroyable. C'est gigantesque, non? Ah non, mais là on commence trop bien. Ah ouais, non, on commence trop bien. Qu'est-ce qui fait que John Coltrane... Puis c'est drôle, je vais faire un parallèle avec quelque chose que t'as déjà dit. T'as dit les mots, c'est seulement des excuses pour les émotions. Et quand on écoute Duke Ellington avec John Coltrane, ça parle sans aucune parole. On n'a pas besoin.
On n'a pas besoin, les mots sont des excuses pour moi, on n'a pas besoin. Quand on vibre, soit on fait vibrer l'instrument avec lequel on veut s'exprimer. Et l'instrument peut être la voix, ou du saxophone, ou du violon, ou n'importe quoi. Mais c'est ça, ça commence là pour moi. Tu te souviens du moment où tu as écouté Coltrane pour la première fois puis l'effet que ça t'a fait? Bah, c'est marrant, il y a eu 2 fois. Ah. Quand j'étais adolescent, ça m'a pas touché. Pas plus que ça. Et au début je crois à 21 ans, j'ai réécouté. Je pense parce que je passais peut-être une période, j'en sais rien. J'étais connecté à lui à ce moment-là. Et ça m'a bouleversé. Donc je trouve ça intéressant. La première fois que j'ai écouté, ça m'a pas plus touché que ça. La deuxième fois, ça m'a bouleversé. C'est intéressant, il y a une leçon à retenir de ça aussi quand on aime la musique. C'est pas parce que quelque chose nous touche pas dans un contexte précis que ça peut pas nous toucher dans le futur. Faut toujours donner 1, 2 ou 3 chances à ce qu'on écoute ou ce qu'on n'a pas nécessairement apprécié ou ce à quoi on n'a pas nécessairement accroché au premier égard. On grandit juste et on évolue, on change. Est-ce qu'on s'en fait un autre? Let's go, là c'est parti. Ok. Regarde ça. Oh. C'est incroyable là les gars. Last night in gray stockings and all mine, it was no loss, the only God of mine. On est sur Agnès Sobel ici. Ah là, il faut laisser la partie après. Désolé, mais quand vous mettez des sons comme ça, Just to drown in a sea of delight, to tame champagne and creatures of the night. oh. C'est énorme. Agnès Sobel, on est en 2010. C'est la chanson titre de son album Philharmonics. Tu l'as échantillonné, cette chanson, sur Exutoire. Exactement, on met tout sur un album. Hein. Ouais. Mais je crois que c'est au moment du piano, j'ai dit non. Ça, je suis désolé Agnès, je te le prends. Ouais, c'était trop. C'était trop. Je me suis posé la question en écoutant cet extrait, en sachant que t'aimais beaucoup Agnès Sobel, particulièrement cette chanson. Quels sont les parallèles à faire entre Agnès Sobel et Damso? Et il y a un truc qu'elle a dit, elle a parlé de son amour, de la solitude et des silences. Je me suis dit que c'était un truc qui pouvait résonner chez toi parce que je t'ai entendu parler à de nombreuses reprises de ton besoin d'être en silence, de ton besoin d'être seul aussi. J'ai entendu parler d'être assis sur un banc, d'écouter le vent puis d'écrire un truc juste avec le bruit du vent. Pourquoi la solitude et le silence, ça nourrit un artiste comme toi? Bah moi, honnêtement, c'est quelque chose qui... Le silence, je trouve que c'est le plus grand des maîtres et des enseignants parce qu'il nous met face à nous-mêmes. Ouais. Et très souvent, je trouve que les meilleurs enseignements qu'on puisse tirer d'une vie, en tout cas dans mes 33 ans d'existence, c'est ce qu'on se cache. Bah ouais. Et une fois qu'on commence à aller vers ce qu'on se cache, on commence à découvrir les autres. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est si bien dit. Damso, est-ce qu'on reste ensemble ou... Ah bien sûr, je suis parti. Hein. Moi, si vous continuez comme ça, je ramène mon PC. On va aller revisiter, je pense que ce qui est, en tout cas, ton premier énorme grand succès. Quelque chose qu'on a voulu que tu reproduises aussi et que tu as refusé de reproduire, avec raison, le catalogue l'aura démontré. C'est une grande chanson, malgré tout, qui aura permis à plein de gens de découvrir Damso. C'est celle-ci. Oh, faut que je fasse play. C'est celle-ci. Exact. Bonne relation avec cette chanson à ce jour? Toujours. J'ai tant à dire sur ce projet. On va en parler juste après. C'est une chanson qui s'appelle Macarena de Damso. On est en 2017. Il est avec nous à nouveau son. Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Mais peut-être que sans moi, le monde sera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde sera à bout. Et c'est peut-être mieux ainsi. Mes sentiments dansent la Macarena. Donc je me dis que si t'es avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi. Oh là là. C'est ce que j'allais dire. Ouais, On est 8 ans plus tard, ça prend pas une ride. Ah, tant mieux, Zéro. je suis content. Zéro. C'est que j'ai fait le taf. À cette époque-là, 2017, en entrevue avec Le Point,
T'as dit, la noirceur de mes propos dépeint la réalité. Je pense que l'on passe plus de temps à souffrir qu'à être heureux. Et ça se reflète dans mes sons. La vie est dure et trash. Est-ce que tu souscris encore à ces propos, malgré les 8 ans de carrière et les succès qui se sont succédés depuis? Je dirais que je vais jamais parler au mois d'avant, parce que ce qu'il vivait, c'était sincère. Là, aujourd'hui, automatiquement, j'aurais un autre recul, parce que j'ai vécu d'autres choses. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est ce que je chantais, c'est ce que je ressentais, et je me trompais pas, parce que c'est ce que je ressentais vraiment. Je dirais juste que la maturité que je pourrais apporter à mes propres dires, c'est juste que j'avais pas assez d'expérience sur la vie, tout simplement. Mais j'avais raison quand je le disais, en tout cas. Ouais. Et puis après, en même temps, je sortais de plein de choses. Là, on écoute comme ça, mais j'étais dehors, pas trop longtemps avant. Une naissance d'un enfant pas trop longtemps avant. Enfin, c'était compliqué pour moi à ce moment-là. Il faut en parler de ça, parce qu'on a mentionné tantôt que ton label s'appelle 34 centimes, qui fait référence à ce moment où justement tu étais dans la rue, tu avais 34 centimes dans les poches. C'est un peu une espèce de coup de chapeau, de regard sur ce passé où finalement tu Ouais, j'allais à la banque essayer de retirer de l'argent que j'avais pas, donc c'était compliqué. Ouais. un peu de crédit. C'est pour ça que j'ai fait la photographie de ça pour me dire non. Plus jamais. C'est juste... même pas plus jamais, mais je dirais... puisque j'en suis là, j'ai pas d'autre choix que d'aller plus loin. T'as dit, paradoxalement, qu'à ce moment-là, c'est un des moments dans ta vie où tu t'es senti le plus libre. Ouais, totalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'on accepte le plus bas, en fait, rien n'est plus fort que... Quand on traverse la honte, parce que c'est une honte, quand on traverse la honte, les formes d'épreuves, le rejet, l'abandon, peu importe comment on l'appelle, en fait, il y a plus rien y a plus rien en fait. On peut pas venir, enfin même si on t'insulte, c'est pas grave. On a déjà connu l'abandon. Il n'y a pas de force plus forte que l'abandon et le fait de se dire en fait là on peut pas m'aider en fait. C'est la notion d'avoir plus rien à perdre. Oui, exactement. À ce moment-là, franchement c'est trop bien. C'est dangereux parce qu'on peut... Non, en fait, moi je trouve que c'était bien. Avec le recul, je me dis... mon téléphone sonnait pas, j'avais juste mon objectif et j'y allais à 200%. Donc c'était entre moi, en fait voilà, ma vie se résumait entre moi, mes objectifs, mon ambition et ma volonté. Et donc à ce moment-là, si je fusionnais avec le tout, j'avançais, je me sentais super fort. Donc franchement, j'étais très libre. Ouais. Il y avait aussi cette idée de faire abstraction de tous les gens qui étaient autour de toi à ce moment-là et qui gardaient la porte fermée quand t'allais toquer ou même frapper à leur porte pour leur demander, ne serait-ce que de l'aide ou un petit coup de main. T'as dit à propos de ça d'ailleurs que ça t'a rendu toujours prêt, quoi qu'il arrive. Ouais, tout le temps. Je pense que... Maintenant que la carrière va bien, comment cet instinct de survie que t'as développé à ce moment-là continue à se manifester? Très très belle question. Je pense qu'il se manifeste juste autrement. Je crois qu'il se manifeste même pas. Je crois qu'à ce moment-là, c'était une forme de défense. Ouais. Aujourd'hui, je dirais que j'ai plus besoin de défense. J'ai déjà traversé ça et j'ai plus besoin de défense. J'ai même plus besoin de me prouver des choses. Je crois que j'ai, sans prétention aucune, j'ai juste maintenant la maîtrise. Donc je suis tellement à l'aise avec toutes ces choses en question. Avant, j'étais pas à l'aise avec le succès. Maintenant, aujourd'hui, je suis à l'aise avec le succès. J'ai fait la paix avec les personnes que je considère vraiment. Donc, il n'y a plus vraiment cette forme de... La rage, elle est différente. Elle est beaucoup plus précise. Si je veux mettre une rage, je la mets dans un son, mais elle reste pas dans ma vie. Donc, c'est comme si j'extirpais cette chose-là. Et j'en apprends encore tous les jours. Mais je n'ai plus besoin de ce bouclier en question parce que je me sens beaucoup plus fort qu'avant. Avant, je me sentais plus faible, donc j'avais besoin d'un bouclier. Ouais. Là, j'en ai plus besoin. Libre, vulnérable. Je pense que c'est ça, ouais. Libre et vulnérable, ouais, je crois. Il y a des gens qui, comme toi, vont avoir su dès le début de leur carrière qu'ils allaient avoir du succès. Tu l'as dit souvent. Malgré tout, ce qui était énervant autour de toi, c'était que les gens croyaient pas en ton projet, mais toi, tu savais qu'un jour, tu allais parvenir à accomplir tes objectifs. Il y a des gens qui ont cette attitude-là, qui ont du succès et qui se transforment en espèce de monstre. Ce que j'ai devant moi, c'est un artiste humble, les pieds sur terre, mais avec une vision très lucide de la vie et de sa carrière. Comment on fait pour préserver ça, cette humilité-là? Déjà, je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent vraiment mon début. Je crois que à partir du moment où, à 21 ans, j'avais créé un son qui s'appelait... J'ai 20 ans et j'ai déjà raté ma vie.
Ouais. C'est un texte que j'ai jamais sorti du coup. Et je m'étais vraiment questionné sur la réussite de la vie. Comment on réussit la vie en fait, parce que je comprenais plus. Je comprenais plus bien ce qui se passait. Et c'est ça le parcours de mes albums, c'est un peu de traverser un état psychologique et arriver à un moment donné où je vais juste bien. Et moi, c'est pas vraiment la gloire qui m'intéresse, c'est pas le regard des autres, c'est comment je fais pour aller bien. Parce que j'ai vu qu'à un moment donné, il y a juste entre moi et moi. Il n'y a pas le regard des autres. Quand ils se détournent et que tu le cherches, c'est la pire des situations et je l'ai vécu. Donc à ce moment-là, c'était plus comment être bien. Et quand t'es bien, honnêtement, tu peux pas prendre la grosse tête parce que la grosse tête, c'est en fonction des gens. Ouais. Si tu vis pas en fonction des gens, tu peux pas avoir la grosse tête par définition. Donc c'est pour ça que je peux pas l'avoir parce que c'est pas, je compte pas impressionner les gens. Je n'ai pas besoin d'impressionner les gens. Si demain ça marche pas, la rue je la connais et j'ai pas de problème avec ça. Donc j'ai plus ce côté de comment moi je vais me sentir bien. Et donc c'est peut-être ça, je pense, qui fait que je garde les pieds sur terre, mais j'ai pas besoin de les avoir ailleurs en fait. Ça me ramène à une citation que j'ai entendue d'un musicien australien qui s'appelle Porter Robinson, qui dit « La validation extérieure, c'est comme un verre d'eau avec un trou au fond. » C'est incroyable. C'est exactement ce que tu me décris en ce moment. C'est très beau. On va poursuivre cette conversation, Damso, si tu le veux bien. Quand tu veux partir, très, tu pars. Hein? Tu me le dis, j'ai d'autres choses à faire. Un petit fauteuil ici, je dors. Avec plaisir. On va continuer, on va écouter cette chanson qui vient de ton album Beya. Dernier album en carrière. Exact. Mais pas la fin de la musique dans ta vie. Non. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Exact. Il faut juste se réinventer, se révolutionner, évoluer. Sortir du cadre de l'album. Et c'est ce que tu vas faire, entre autres, en fin de semaine à Montréal. Une écoute qui m'a demandé. Et on vient dans quelques instants avec Damso, à nouveau son sur Ici Musique. Moi j'ai du mal à parler, j'ai tellement serré les dents. J'ai vécu des choses atroces, je connais la douleur de la vie. C'est gigantesque. Cette partie est incroyable. Ça, c'est presque du compas, là. C'est clairement ça. Revisiter un peu. Il n'y a rien que j'aime plus au monde que de voir des artistes écouter leurs chansons. Moi, je pense à tout le moment où on l'a fait. Ouais, d'ailleurs, il y en a qui étaient là, tu sais, à Greg. Même c'était là aussi. Parle-moi comment ça s'est passé, la création de cette chanson qui m'a demandé de ton album Beya. C'était une session live qu'on avait faite à Paris. Ouais. On avait pris un peu de temps. C'est vrai. Et après, premier servi. Et le fan était là, on a composé et on s'est amusé. C'était terrible. Ouais, c'était incroyable. J'aime bien ça. T'avais le même visage en écoutant Qui m'a demandé que quand t'écoutais la chanson de... Couper tantôt. Ouais, complètement. C'est cette joie-là presque juvénile qui émane. Je pense que c'est ça la musique, c'est la vibration. Ouais. Et puis c'est le partage, c'est ça que j'aime bien aussi. Dans cette chanson, on est nombreux. Je pense qu'on est 7 compos, je crois, possible. Mais on teste, on revient, on se trompe jamais vraiment, mais on retourne et après ça crée une magie. C'est ça que j'aime bien. Est-ce que tu préfères mener cette carrière musicale si t'étais seul, vraiment seul? Dans quel sens? À composer, à créer, pas nécessairement d'entourage, comme un vrai artiste solo qui se présente partout seul, qui a pas vraiment de gens qui l'accompagnent, ou musicalement avec qui partager. C'est très rare, mais quand même il y en a. Je pense que les artistes qui sont seuls, ils sont pas vraiment seuls, ils s'inspirent de plein de gens. C'est juste qu'ils n'osent peut-être pas forcément aller vers d'autres gens, mais ils les écoutent, ils essaient de recréer des choses. Non, je crois que c'est juste... Je sais pas, ça s'est fait comme ça, je crois que c'est... Peut-être dans une autre vie, j'en sais rien, mais ça s'est pas passé comme ça. Je sais que t'aimes James Baldwin, que t'as une grande admiration pour lui. Je partage cette admiration pour James Baldwin. Et là, je t'emmène dans ma vie. J'ai un petit cartable avec plein de citations qui me marquent dans la vie, qui me touchent, qui m'allument. Et je savais que dans mon cartable, j'avais au moins une citation de James Baldwin. Et c'en est une qui est tirée du livre qui accompagne le documentaire I'm Not Your N-Word, qui est sorti en 2017. Et il dit... Nous nous trompons ici parce que nous pensons chiffres. Ce n'est pas des chiffres qu'il faut, mais de la passion. Lui parle de la lutte civile. Il dit c'est pas parce qu'il y a tel nombre d'écoles intégrées, tel nombre de personnes noires qui occupent des positions de pouvoir qu'on a vraiment réussi à passer à travers ces écueils-là. Et je trouvais que cette phrase-là, ce n'est pas... Nous trompons ici, ce n'est pas des chiffres qu'il faut, mais de la passion. Ça s'applique à la musique en ce moment. Parce que ce dont on parle beaucoup, c'est, comme je l'ai fait en début d'entrevue d'ailleurs,
des statistiques, du nombre d'albums vendus, du nombre de streams, du nombre de gens qui vont voir les concerts, du nombre de personnes dans les salles où vous faites des concerts. Mais au bout du compte, c'est un truc de cœur. C'est vrai. Comment on fait pour pas toujours, particulièrement dans une situation comme la tienne où le succès se mesure entre autres en chiffres, pour pas toujours être envoyé à la statistique puis préserver cette passion authentique de la musique, cette envie de créer, de faire de l'art? Je pense déjà qu'il faut développer la faculté d'acceptation. Les choses sont telles qu'elles sont et on va pas changer les gens. Et avec ça, soit on accepte, en fait on n'accepte pas. En général, moi en tout cas je l'accepte et je continue à faire ce que j'aime. J'étudie le game, je vois comment il fonctionne, mais c'est moi d'abord. Ouais. Et puis il y a l'autre côté où on n'accepte pas et on veut montrer. Et ça peut aussi fonctionner, mais quelque chose qui fonctionne ne va pas forcément faire du bien à l'esprit. Donc ça, chacun son choix. Moi mon choix c'est que ça fasse du bien à mon esprit, peu importe ce qu'il arrive. Et échec ou réussite. De l'autre côté, il y a l'autre qui va dire non, moi peu importe, même si mon esprit ça va pas, mais il faut que j'y arrive. Donc chacun sa vision. Ouais. Moi, c'est plus l'autre. Quel pourcentage pour toi le divertissement, je vais utiliser ce mot-là, le divertissement occupe dans ce à quoi sert la musique, pour toi et dans la société en général? Quelle place occupe le divertissement dans la musique, c'est ça? Ouais. Dans ce à quoi ça sert la musique, en fait, dans l'utilité de la musique. Bon, je vais un peu être relou, mais pour moi, alors, il faudrait déjà définir la chose en question. Je pense que qu'est-ce qui n'est pas fait pour nous divertir? Peut-être là la question. Ouais. Qu'est-ce qui n'est pas fait pour nous divertir? Nos vêtements, tout en fait. Qu'est-ce qui n'est pas fait pour nous divertir? Sinon, ça, l'eau, on aurait continué à boire de l'eau comme ça. Qu'est-ce qui n'est pas fait vraiment pour nous divertir au-delà de l'utilité même? Je pense que à partir du moment où on peut manger, se nourrir, se lotir, se loger, pardon, le reste va quand même un peu dans du divertissement. Beaucoup, quoi. Et c'est pas forcément négatif. Je pense que le divertissement, ça remplit l'âme aussi. Je crois que ça dépend de comment les gens se sentent quand ils sont divertis. Ouais. Les gens qui se sentent malheureux veulent du mal des gens. Et donc la manière dont ils vont se divertir, ça sera peut-être dans la moquerie et dans ce qui va amener, qui va régresser l'autre. Les gens qui se sentent bien dans la vie veulent le bien des autres. Et automatiquement, leur divertissement va être dans le partage et dans l'élévation de chacun. Mais pour moi, le divertissement, il est un peu partout. C'est une base, en fait. Ouais. Le partage, l'élévation de chacun, c'est un peu ce que tu vas faire ce week-end. Parce que tu décides de venir à Montréal, d'inviter un artiste d'ici qui s'appelle Blink, collaborer avec toi. Terrible en plus, hein, les gars. Ouais. Je sais pas si vous avez écouté sur Bien sûr, on a une chanson qui est juste là, qu'on attend juste d'appuyer play. Ouais, donc Blink, avec qui tu vas partager le micro. Il y a plein de producteurs montréalais d'ici qui t'ont fourni des productions. Pourquoi c'est important pour toi de traverser l'océan, de t'installer à Montréal, de faire ça pendant 4-5 heures dans une salle que tu connais pas, de créer comme ça en public? En fait, je sais pas si c'est parce que j'aime bien. Je crois que j'ai pas une réponse autre. C'est parce que j'aime bien, je me sens bien et j'ai écouté le son. C'est Amaury qui m'avait envoyé. Ouais. Et j'ai dit en fait c'est lourd. Et j'ai dit est-ce qu'il est chaud? Et donc apparemment il était chaud. Et j'ai dit en fait on y va. Simple comme ça. C'est ça la musique en fait. Pour moi c'est à ce moment-là il se passe quoi? L'intensité, allez let's go. On y va. Je sais pas ce qu'on va faire demain. J'en ai aucune idée. Je veux même pas savoir. Mais c'est ça qui est stylé. S'il n'y a plus d'album de Damso, qu'est-ce qu'il y a musicalement? Je pense que la musique c'est vaste. Je crois qu'on s'est réduit à juste dire album. Et je crois que c'est ça aussi que moi je veux plus faire. Moi j'avais déjà ma vision de tous les albums que je voulais faire. Et c'était vraiment une vision philosophique. J'ai terminé ça. Et tant mieux pour moi, je vais bien maintenant. Donc maintenant j'ai envie de tester la musique d'une autre manière. Que ça soit là aujourd'hui. Je sais pas encore ce que je vais inventer demain, mais c'est ça qui m'inspire, moi, de pas savoir et d'y aller. C'est pas mettre dans un carcan l'album. J'ai fait, les gars, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait mon parcours psychologique là-dedans, ça s'entend. Et maintenant, juste souhaitez-moi bonne chance ou alors détestez-moi. Mais en tout cas, peu importe ce qui va se passer, c'est que moi, je vais vraiment m'amuser, quoi. Je choisis de te souhaiter bonne chance, Damso, merci. Plutôt que de te détester. Merci d'être passé au studio 3 de Radio-Canada à Montréal, d'être venu nous parler, d'avoir pris tout ce temps avec nous. C'est extrêmement apprécié. Demain après-midi, donc ça se passe sur la rue Saint-Denis, au 90. Damso sera là avec Blink et beaucoup de gens, j'ai l'impression. Ce sera de la création en direct. Non, je peux te garantir. Je sais pas, moi je viens d'arriver. Moi j'espère qu'ils ont contacté la ville parce que j'ai l'impression que ça va être un petit peu chargé sur Saint-Denis demain. Mais c'est ça la beauté aussi de ce genre d'événement-là, c'est la spontanéité puis l'éclat que ça amène. Merci mon cher Damso et t'en as parlé de ce garçon de Laval, une de nos fiertés d'ici. Il s'appelle Blink. On va écouter une de ses chansons, ça s'appelle Personne d'autre. Merci mon cher.